Monsieur Yassine Bouhara, bonjour. Bonjour. Alors l'emprunt obligataire, 250 milliards de dinars mobilisés pour la soirée d'hier. Les opérateurs économiques ont récolté 150 milliards de dinars. C'est un peu plus de 4 milliards de dollars. C'est important. Oui, c'est très important, surtout pour une première émission obligataire. Donc l'emprunt national a été lancé au mois d'avril. Il a démarré lentement. Et là, on voit une accélération assez rapide du montant de souscription. La soirée sponsorisée hier par le FCE était assez originale puisqu'il y avait bien entendu les membres du FCE, mais aussi des membres de la société civile, le secrétaire général de l'UGTA. Donc, c'était vraiment un événement de coordination nationale qui impliquait tous les participants de la société civile. Et c'était très impressionnant d'avoir une levée de fonds de ce niveau sur l'emprunt national. Et je pense que c'est le début du déploiement de cette structure obligataire à long terme. Mais comment considérer ce modèle de financement de l'économie nationale aujourd'hui, Monsieur Bouhara ? Donc l'emprunt national vient au bon moment puisqu'il vient juste en amont du développement du nouveau modèle économique algérien qui va définir la structure de la diversification de l'économie algérienne en dehors des hydrocarbures. Et ce type de financement a plusieurs avantages. Dans un premier ordre, la façon dont on va le regarder, c'est d'abord pour les participants à ce marché. C'est un investissement attractif puisqu'il a des taux d'intérêt relativement élevés. Il y a des avantages fiscaux associés au mode de financement de l'emprunt obligataire, donc 5,75% sur 5 ans, par exemple, si je prends la tranche de 5 ans. Donc pour les auditeurs, comprendre que si vous investissez 100 dinars dans l'emprunt obligataire, après 5 ans, vous avez 132 dinars cumulés entre le capital que vous avez mis et les coupons que vous avez accumulés. L'emprunt obligataire a été fait sous une forme originale puisqu'il n'est pas dématérialisé, c'est un papier valeur. Donc il a un aspect éducationnel pour une première participation au marché pour des personnes qui n'ont jamais investi sur ce type d'instrument. C'est un papier physique, sécurisé. Il comprend des coupons détachables que l'on peut qu'on peut recevoir les montants auprès de son institution financière ou au bureau de poste. Je pense que ça va permettre le développement du marché obligataire domestique algérien. Maintenant, pourquoi prendre recours au marché local algérien? Pourquoi? Donc, il y a deux éléments qui viennent en place. Un, il y a la possibilité de participation à l'économie nationale pour la société civile dans son entièreté, donc les sociétés privées, nationales et le citoyen algérien. Deuxièmement, ça permet de responsabiliser le citoyen vis-à-vis du modèle économique qui est mis en place, puisqu'il y a une coordination entre le modèle économique. Il y a du capital en dépôt en Algérie qui est important. Donc on parle donc des dépôts dans les banques qui sont évalués entre 30 et 40 milliards de dollars. Il y a aussi l'argent informel, donc l'argent qui sont sous les matelas, qui correspond aussi à une somme assez large, environ 30 milliards de dollars. Et en fait, ces montants permettraient de financer assez rapidement le développement supplémentaire d'infrastructures et le nouveau modèle économique. Mais justement, M. Bouhara, vous dites que c'est un investissement attractif puisqu'il bénéficie de la garantie de l'État. C'est important, c'est pas la garantie d'une institution ou d'une banque. Donc l'État garantira le retour d'investissement et le remboursement de ce prêt, quelles que soient les situations. Bien entendu. L'avantage de la garantie de l'État, c'est qu'elle n'est pas liée à une institution particulière, donc elle n'est pas grévée d'un risque de crédit. Donc c'est aussi dangereux que de posséder un compte en banque, un billet de banque. Donc en fait, ça a la même valeur refuge qu'un billet de banque lui-même. Donc l'avantage, c'est aujourd'hui, je peux le dire de manière relativement simple, il n'existe aucun produit d'épargne accessible sur le marché algérien qui a le montant de sécurité de l'emprunt obligataire et le rendement associé de l'emprunt obligataire. Donc c'est un produit très attractif pour l'épargnant. Alors le financement de l'économie par bien sûr l'épargne interne, c'est-à-dire l'emprunt obligataire, par rapport à l'emprunt extérieur. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on devrait d'abord passer par l'emprunt intérieur avant de penser à aller vers l'endettement extérieur pour le financement de l'économie et des infrastructures économiques?
c'est une question qui est intéressante, mais ma conclusion, je vais aller directement, c'est mieux vaut emprunter chez soi qu'à des étrangers. Sinon, on est assujetti à un pouvoir étranger lorsque on est en difficulté financière, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais le dire assez simplement, je ne pense pas que l'Algérie est en difficulté financière immédiate. Elle est en difficulté financière projetée si effectivement, dans les années qui viennent, nous n'avons pas une diversification de notre économie et nous restons tributaire d'une économie d'hydrocarbures. Donc la capacité de financement interne à l'Algérie est la première étape dans le développement d'une économie moderne. La plupart des pays accèdent d'abord à l'épargne domestique avant d'aller à l'extérieur emprunter, ce qui est parfaitement logique, puisqu'il y a un intérêt direct entre l'investissement fait par la population d'un pays et sa croissance économique. Le fait que l'État décide d'emprunter auprès de la population par l'émission d'un emprunt obligataire, c'est associer la population au nouveau modèle économique qui va être mis en place, espérons, d'ici cet automne. Alors, vous dites que l'Algérie sera en difficulté projetée, c'est-à-dire si elle n'arrive pas à, bien sûr, à diversifier son économie pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Cet emprunt obligataire, il vient au bon moment, mais est-ce qu'on pourrait penser qu'on aurait pu le déployer et le mettre en œuvre un peu plus tôt pour financer les infrastructures de base et économiser, bien sûr, avoir de l'épargne pour l'argent de l'État? C'est toujours une question, on ne peut pas avoir de réponse rétrospective. Le choix qui a été fait de déployer des infrastructures en Algérie les 10 dernières années, le pays a investi environ $1 demi-trillion d'infrastructures. On le voit physiquement lorsqu'on traverse le pays, même dans les zones reculées, il y a des lignes à haute tension, il y a de l'eau, il y a de l'électricité bien entendu, il y a l'accès au téléphone portable, il y a du grid internet en développement dans le pays. Donc on peut voir toutes ces infrastructures, surtout si on compare les infrastructures algériennes avec les infrastructures des pays avoisinants. Et je ne me réduis pas juste à certaines infrastructures de centre-ville ou urbaines. Je parle des infrastructures larges au niveau de la nation entière. Si je regarde ça sous cette perspective, je dirais que on a mis en place un déploiement infrastructurel assez impressionnant. Maintenant, la question, c'est de le monétiser. Donc, prenons un cas très très simple. Si on arrivait à en tirer un rendement de 10%, donc je donne un chiffre au hasard, mais juste pour faire un cas d'école, on pourrait extraire de 500 milliards de dollars d'investissement 50 milliards par an. Donc la question maintenant, c'est comment allons-nous extraire de la valeur des infrastructures que nous avons mis en place. Maintenant, il aurait été inconcevable de diversifier l'économie si nous n'avions pas les infrastructures pour pouvoir. On ne peut pas déployer de l'agriculture si on n'a pas d'eau. On ne peut pas avoir de l'industrie si on n'a pas un network énergétique. On ne peut pas transporter des marchandises si on n'a pas de routes, d'autoroutes, de trains, de logistique aérienne, de ports secs, de ports maritimes, etc. Donc il fallait d'abord, pour la crédibilité de notre propre économie, déployer les infrastructures nécessaires. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une structure ou une infrastructure qui a été mise en place qui permet ce déploiement. Deuxièmement, vous avez parlé auparavant de est-ce qu'on aurait pu s'endetter plus rapidement, est-ce qu'on aurait dû financer ces différents projets sous une autre forme. J'aime bien regarder souvent, on me dit oui, le 49-51 a été mis en place en 2009, l'Algérie n'a pas tout de suite ouvert son économie. J'aime bien regarder, faire un snapshot, comme on dit en anglais, de la situation du pays, par exemple en 2011. À l'ouest de notre pays, il y avait le Maroc, qui a une structure de dette assez compliquée et qui était en difficulté. Au sud, nous avons le Mali et le Niger, avec une intervention militaire au Mali et une petite instabilité à cette époque-là au Niger. Nous avions la Tunisie en révolution des printemps arabes. Nous avions, toujours le cas, la Libye, qui j'espère va se stabiliser bientôt, qui était aussi dans une situation d'instabilité. Il y avait les révolutions arabes aussi en Égypte. Si je prends le nord de la Méditerranée, je vais passer le Levant, on connaît tous la situation de la Palestine et de la Syrie. Si je regarde le nord de la Méditerranée, nous avons Chypre qui a fait faillite, la Grèce qui a fait faillite et qui a eu un bail-out de l'Union européenne. Nous avions la Turquie en crise sociale, l'Italie, l'Espagne et le Portugal en crise économique et en déficit explicite, et la France en déficit implicite. Donc si je prends un snapshot de 2011, il n'y a rien de normal autour de nous. Le nord de la Méditerranée est en crise économique
économique ou en faillite, le sud de la Méditerranée est en révolution ou en instabilité. Donc, je pense qu'il a été judicieux de déployer les infrastructures de base, de ne pas se précipiter dans une ouverture économique qui n'était pas appropriée à ce moment-là. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes équipés autant infrastructurellement et nous avons une stabilisation autant du nord de la Méditerranée que du sud. Donc, nous sommes bien positionnés pour en extraire. L'emprunt obligataire vient au bon moment où nous allons commencer le processus de diversification économique qui en fait a déjà commencé, puisque si l'on regarde le développement du secteur privé algérien depuis les derniers 10 ans, il est en croissance de plusieurs milliers de pourcents. Alors justement, des infrastructures en infrastructure, est-ce qu'elles étaient nécessaires puisque la dépense d'équipement de l'État a toujours été dénoncée? Certains considèrent qu'on a mis du retard avant de mettre en place les mécanismes pouvant permettre l'ouverture du marché à l'investissement privé de telle sorte à rompre avec la dépendance des hydrocarbures. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces infrastructures de base étaient nécessaires aujourd'hui? Oui. Et que le privé national à l'époque n'avait pas les moyens aussi de financer? Donc il n'y avait pas les moyens, surtout il n'y avait pas d'accès au capital. Donc la chose la plus importante, donc je vais vous redonner une critique habituelle du 49-51. Le 49-51 n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché de capitaux pour financer le 51. Pour un investisseur étranger, le 51, ça veut dire un groupe restreint d'investisseurs domestiques algériens qui ont la capacité d'investir ou l'État. Il n'y a pas de marché de capitaux qui permettent aux citoyens ou à l'entrepreneur d'attirer du capital, d'investissement pour déployer son activité. Donc il y a eu plusieurs développements. D'abord l'ANSEJ avec le développement du crédit pour les petites entreprises qui a été, de ma vue, un succès. Il y a souvent des critiques, des histoires anecdotales d'un jeune qui aurait emprunté de l'argent pour s'acheter une voiture ou pour aller en vacances. C'est peut-être arrivé, mais dans la grande majorité, ce sont des gens sérieux qui ont emprunté l'argent et qui ont déployé des petites entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les infrastructures nécessaires de télécommunications, de logistique, de transport nécessaires pour passer au prochain stage. Aujourd'hui, là, on doit se focaliser, c'est le développement du marché financier algérien et je salue l'émission obligataire qui était en place, je pense, qui est la première étape du développement d'abord du marché de dette, puis éventuellement du marché des actions algériennes. Mais comment vous évaluez aujourd'hui le marché des capitaux algériens par rapport à cette situation actuelle, entre l'informel et le formel? C'est difficile d'appréhender. Attirer l'informel dans le formel, c'est un processus qui met en place et je pense que cette émission obligataire, elle répond à cette demande. Après, c'est une question de confiance, mais ultimement, je pense qu'on a répondu à cette confiance. Maintenant, le développement lui-même du marché de capitaux algérien, il est encore embryonique. Nous avons une bourse qui n'est pas encore développée. Il y a une tentative de privatisation de l'État, mais il va falloir un engouement aussi de la population. Il faut bien vendre à quelqu'un. Et la deuxième étape, donc, c'est le marché de dette. Si je prends juste la période 2005 à 2009, nous avions un marché de dette dynamique qui était monté à l'équivalent de 2 milliards d'euros de dette levée sur le marché algérien. Les fonds d'investissement aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait y penser? Oui, bien sûr. Il y a une tentative du FCE de lancer la nouvelle réglementation algérienne sur les sociétés de gestion devrait se mettre en place bientôt. Ils vont créer leur fonds d'investissement, le FCE. Oui, c'est exact. Donc le fonds d'investissement, elle nécessite la nouvelle réglementation des sociétés de gestion annoncée par le ministère de la Finance et la COSOB. Nous pensons que d'ici les semaines, les mois qui viennent, la nouvelle structure de société de gestion sera là. Donc les fonds d'investissement domestiques algériens seront là. Pourquoi investir en Algérie? C'est important. Les étrangers n'investissent pas dans un pays si les nationaux n'y investissent pas aussi. Donc si nous voulons attirer des capitaux étrangers, nous voulons d'abord devenir des investisseurs nous-mêmes. Et la première étape, c'est l'emprunt obligataire. Monsieur Yassine Bouhara, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. À tout de suite. Monsieur Yassine Bouhara, alors par rapport justement à l'investissement dans les infrastructures, aujourd'hui on les a réalisées, elles sont en nombre et en quantité à travers tout le territoire national. Vous avez donné quelques indications dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez un peu de la disponibilité de l'énergie à travers tout le territoire national. Nous avons des routes, nous avons l'eau, nous avons tous les autres moyens de déplacement, les aéroports, etc. Aujourd'hui, il s'agit de les rentabiliser, de les optimiser. Oui. Pour un retour d'investissement. Oui, pour un retour d'investissement au niveau du produit national brut de notre pays, aussi le développement du secteur privé, aussi du secteur national autour de ces infrastructures. Donc prenons un exemple concret.
Récemment, l'État a annoncé un plan ambitieux d'énergie renouvelable de 22 gigawatts. Donc c'est un plan ambitieux pour, par exemple, nos voisins, le Maroc ou la Tunisie ont des plans de développement d'énergie renouvelable autour de 8 gigawatts. Donc en fait, on a la part de Lyon du développement d'énergie renouvelable au Maghreb. Donc la question c'est comment aller de l'avant. C'est un investissement substantiel puisqu'il est targeté jusqu'à 2030, c'est plus de 60 milliards de dollars et l'État a déjà annoncé qu'il attend le secteur privé pour développer cette activité. Donc là, on a un avantage exclusif. Nous avons un réseau électrique qui couvre 99% de la population, ce qui est exceptionnel dans notre région. Le développement des énergies renouvelables donc pourrait être connecté à un grid énergétique, comme on l'appelle, qui a été bien établi, merci au développement infrastructurel qui a été mis en place. Donc c'est une des capacités d'extraction d'infrastructures qui ont été mises en place. Et je pense que le développement de marchés de capitaux va permettre le déploiement et créer des emplois. Donc, les énergies renouvelables emploient des millions de personnes dans le monde. Ce serait une création d'emplois aussi en zone rurale et en zone délocalisée dans des régions reculées d'Algérie, d'emplois qualifiés. Il y a toute la chaîne de valeur, acier galvanisé, production d'aluminium, assurer notre sécurité énergétique. Sécurité énergétique, mais surtout répondre à la demande croissante énergétique. On a tous des téléphones portables, des téléviseurs, des climatiseurs, et ça va pas reculer. On va dépenser de plus en plus d'énergie par personne. Plus on a une croissance démographique qui continue à être forte. Donc les projections de dépenses énergétiques algériennes, plus le développement, si effectivement on diversifie l'économie rapidement, on va avoir aussi une demande énergétique industrielle et commerciale. Et je pense que les énergies renouvelables sont un atout pour nous. Donc ça, c'est un exemple de monétisation. J'aime bien cet exemple pour une seule raison. C'est un exemple crédible pour nous. Nous avons un ADN énergétique. L'Algérie sait extraire de l'énergie et la distribuer. Ça fait partie de notre culture. Nous avons un des taux d'ensoleillement les plus élevés de la planète. Et on va économiser le gaz. Exactement, on pourrait économiser environ. Donc si on déployait toute l'énergie renouvelable, on économiserait 300 milliards de mètres cubes de gaz qui nous permettent de développer des produits pharmaceutiques, de la chimie, des plastiques, des matériaux, etc., etc. Donc je donne un exemple. Quand on dit diversification, la diversification dans ce cas-là n'est possible que parce qu'il y a eu un investissement infrastructurel. Si nous n'avions pas un grid énergétique qui couvrait 99% de la population, ce ne serait pas possible. Alors justement, par rapport à cette question que vous avez soulevée dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous dites on ne peut pas attirer les investissements étrangers si nous-mêmes, nous Algériens, nous n'investissons pas dans notre pays. Est-ce que vous considérez, par rapport au contexte actuel, l'Algérie est un pays attractif ? Oui, l'Algérie est un pays très attractif. Par rapport à la région MENA, qui est en difficulté actuellement. Oui, parce que dans la zone MENA, nous avons 3 types de pays maintenant. On a les pays du Golfe qui se sont développés assez rapidement et qui ont maintenant des assets, comme on dit, donc des biens ou des biens d'investissement qui sont pratiquement au même prix que les marchés occidentaux, donc n'est plus attractifs. Ce ne sont plus des marchés émergents en termes de prix. Ils sont peut-être émergents structurellement, mais pas en termes de prix. Nous avons les pays qui sont dévastés par l'insécurité politique et le terrorisme, d'accord, qui ne sont plus des targets d'investissement. Il reste quelques pays attractifs. L'Algérie est un pays attractif. L'accès à l'investissement étranger est en fait plus flexible qu'en Égypte. La rapatriation des dividendes et des gains en capitaux pour les investisseurs étrangers est un régime qui est plus attractif que celui de l'Égypte. Maintenant, c'est à nous de communiquer et d'attirer. Mais une fois de plus, je vous pose par exemple la question, investiriez-vous dans un pays où les nationaux n'investissent pas ? Bien entendu que non. Donc, notre premier effort collectif en tant que nation, c'est investir et croire dans notre propre économie, puisque si nous ne croyons pas dans notre propre économie, comment voulez-vous que des investisseurs étrangers croient dans notre propre économie? Donc automatiquement, c'est un pacte à long terme, et je pense que... C'est des signes de confiance. C'est des signes de confiance, et je dis qu'il n'a jamais été un meilleur moment qu'aujourd'hui pour investir en Algérie, parce que nous sommes dans une région attractive, l'Afrique, dans une région attractive, MENA. Dans ces deux régions, nous avons des atouts exclusifs, la taille de notre pays, la taille de notre économie, la structure ou les infrastructures qui ont été mises en place. Maintenant, c'est à nous de débloquer les marchés de capitaux, moderniser notre secteur financier pour pouvoir devenir une nation qui compte. Nous sommes techniquement le géant économique du Maghreb et nous pourrions être le géant
économique africain. Pourtant, il y a 1 année et demie, vous déclariez que aujourd'hui, par exemple, dans la région MENA, c'est plus l'Afrique qui capte les financements et les investissements des États que le Maghreb et un peu moins l'Algérie. Aujourd'hui, vous considérez qu'il y a un retournement de situation, c'est plus l'Algérie par rapport à sa stabilité, par rapport à son potentiel, qui pourrait capter plus ces investissements? Donc déjà, dans le Maghreb, l'Algérie est le pays le plus attractif, mais le Maghreb a cette particularité que dans les flots d'investissement globaux, le Maghreb ne fait pas partie de l'Afrique, du moins en termes de flots de capitaux. Donc les fonds africains ne considèrent l'Afrique subsaharienne, comme on l'appelle. Et dans la zone MENA, le MENA, c'est le Levant, le Golfe et l'Égypte. Donc en fait, le Maghreb est une sorte d'entité ségrégée qui ne fait partie ni de MENA ni de l'Afrique. Donc automatiquement, nous étions détachés des flux de capitaux. Vu ce que j'ai précisé auparavant dans la zone MENA, et aussi la crise financière qui a touché une partie de l'Afrique subsaharienne anglophone principalement, nous avons aujourd'hui une structure où ces flux de capitaux qui se dirigeaient vers l'Afrique subsaharienne ou vers la zone MENA, que j'ai définie auparavant, regarde aujourd'hui l'Algérie, il y a de plus en plus d'intérêt et aujourd'hui c'est à nous d'attirer ces capitaux. Donc ces capitaux sont là, ils sont disponibles, c'est à nous maintenant de mettre en place la structure nécessaire et je dis que durant les 12 à 18 derniers mois, je vois un effort très, très marqué du FCE dans sa campagne de médiatisation des opportunités algériennes par l'installation de ses bureaux à l'étranger. Je vois aujourd'hui des acteurs du secteur privé et national dans les conférences internationales qui se passent dans les différentes capitales du monde. Donc nous sommes présents. Ce n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans où nous ne faisions pas partie de l'effort générique. Donc pour attirer des capitaux étrangers, il faut vendre le pays. Pour vendre le pays, nous devons déjà investir nous-mêmes et démontrer que nous croyons nous-mêmes au développement de notre pays. C'est comme ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Je pense que nous avons aujourd'hui toutes les assets nécessaires pour passer au prochain stage. Et je pense que nous n'étions pas dans cette situation il y a 10 ans. Alors justement, vous dites que ce n'était pas le cas il y a 3 ans, il y a 10 ans également. Mais certaines critiques disent qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup de retard avant de prendre conscience de la nécessité d'ouvrir le marché algérien à l'investissement privé. Vous considérez parallèlement que ce retard est justifié. Comment il est justifié, M. Bouhara? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est toujours facile rétroactivement de regarder le passé et dire on aurait dû faire ceci ou on aurait dû refaire cela. Et on est très pressé aussi de voir les choses évoluer. Et on veut que tout se fasse tout de suite et immédiatement. Donc il est facile de critiquer des choses qui ont été faites dans un contexte différent. Je préfère regarder le futur et dire nous avons aujourd'hui tous les atouts nécessaires pour passer au prochain stage. Je pense que l'action se fait maintenant. La réponse du gouvernement, c'est de dire nous allons déployer un nouveau modèle économique de diversification de l'économie. Le gouvernement sponsorise une émission obligataire pour catalyser le marché obligataire de dette algérien. Nous avons bientôt Inch'Allah, la nouvelle réglementation autour de la société de gestion qui va permettre le développement des fonds d'investissement. Nous avons un ministre de l'économie numérique pour développer ses activités. L'Algérie sponsor avec une garantie étatique un projet d'énergie renouvelable de 22 gigawatts. Tout ça est mis en place. Maintenant, c'est à nous de travailler et de réaliser ce développement. Ce n'est pas. On attend souvent trop de l'État de développer l'économie. L'État a mis en place la structure nécessaire. C'est à nous maintenant de démontrer que nous pouvons en extraire de la valeur. Nous, c'est les opérateurs. Alors, quand on parle de nouveau modèle économique, qu'est-ce qu'il doit comprendre aujourd'hui dans le contexte actuel, M. Bouhara? Le nouveau modèle économique, c'est la façon dont nous allons diversifier l'économie dans les différents secteurs d'opportunités, la pharmacie, l'agriculture, la médecine dans son ordre général, la nouvelle réglementation autour des mines, avec la nouvelle structure de concession qui est annoncée, le développement du marché financier, le développement, comme je le précisais, j'aime bien l'énergie renouvelable, excusez-moi, j'en parle souvent, le développement des énergies renouvelables, où je pense que nous pourrions être un leader dans le monde, un des pays phares dans le développement de ces énergies, parce que nous avons tous les atouts le recyclage qui est quasiment aussi le recyclage, la logistique, notre positionnement méditerranéen, notre position d'interface entre un des plus grands marchés du monde, qui est l'Europe. Le tourisme aussi, où nous avons beaucoup de gisement. Si les Algériens, c'est le même concept.
quand on dit les étrangers vont pas investir chez nous si nous on n'investit pas chez nous. Si nous on passe pas nos vacances chez nous, comment voulez-vous que les étrangers viennent passer les vacances chez nous? Donc à la fin, il va falloir qu'on regarde nos propres atouts et qu'on les développe et que on démontre par la réalité et qu'on prenne conscience que le tourisme c'est un énorme gisement financier. Donc également. Tous ces gisements sont là. On parle souvent de potentiel. On en a parlé pendant très longtemps. C'est la phrase préférée. C'est l'Algérie a plein de potentiel. Aujourd'hui, maintenant, on doit aller de l'avant et développer notre économie. Et je suis optimiste parce que je vois ce développement venir devant nous. C'est très difficile toujours de voir quelque chose qu'on a annoncé souvent et qui s'est jamais déployé, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près qu'aujourd'hui. Alors, mais il y a certains aussi qui considèrent que la situation que nous traversons actuellement, une situation quand même difficile, reconnue par l'ensemble des opérateurs, également le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, par rapport. Mais souvent, on la compare à celle de 87 et les années 97 où l'Algérie était bien sûr sous l'emprise de l'ajustement, la politique d'ajustement structurel imposée par le FMI. Est-ce qu'on peut considérer que les deux périodes sont les mêmes ou elles sont carrément différentes? Je pense qu'elles sont différentes parce que elles sont dans une circonstance géopolitique très différente de ce qui se passait en 1988. En 1988, il n'y avait pas vraiment de flot de capitaux vers les pays frontières ou émergents, donc il n'y avait pas d'intérêt. Nous étions aussi dans un environnement de taux d'intérêt assez élevé. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont pratiquement nuls ou même négatifs. J'aime bien souvent citer le chiffre. Depuis le Brexit, il y a eu un flot supplémentaire d'investissement en obligations à taux d'intérêt négatif dans le monde. Il y a aujourd'hui 8,5 trillions de dollars, donc 8500 milliards de dollars investis à taux négatif sur la planète. Nous avons aussi 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards de dollars investis à taux d'intérêt inférieur à 1%. Donc il y a aujourd'hui du capital absolument gigantesque, ça fait partie des différents quantitative easing, donc la planche à billets pour redresser l'économie des pays occidentaux qui a été mis en place. Le capital est disponible dans le monde. Ce n'était pas le cas en 1988. Mais quand vous voyez les indicateurs économiques, nous sommes en situation de déficit budgétaire. Nous avons perdu l'équivalent de 30 milliards de dollars de nos exportations d'hydrocarbures. Nous avons consommé une grosse partie de nos réserves de change et nous commençons à les consommer. Et nous avons consommé pratiquement aussi ce que nous avions comme capital et comme épargne dans le fonds de régulation des recettes. Est-ce que ce ne sont pas des indicateurs qui inquiètent? On peut rebondir, on peut rattraper les choses? On a une capacité d'endettement domestique où on pourrait lever facilement 30 à 40 milliards de dollars d'investissement. Pour l'emprunt obligataire, ça pourrait être le cas? Emprunt obligataire, fonds d'investissement diversifiés, bien entendu, pas dans un seul produit. Donc on aurait une capacité de lever de fonds domestiques. L'Algérie n'a pas de dette extérieure, donc on pourrait aussi lever de la dette extérieure si on voulait. Nous avons un stock immobilier, donc dans un pays comme le nôtre, un stock immobilier privé correspond environ à 2,5 fois le PNB. Donc on pourrait évaluer notre stock immobilier environ à 700 milliards de dollars. Il n'y a pas d'hypothèque privée. Donc s'il y avait le développement d'un marché hypothécaire, même si on grevait 10% de notre patrimoine immobilier sous forme de dette, on pourrait lever 70 milliards de dollars. On a d'autres capacités de financement. On a des réserves d'or qui ne sont pas monétisées. Nous avons donc je ne pense pas que nous sommes en position où on va faire faillite, c'est la fin du monde et on va droit au mur. Par contre, c'est une sonnette d'alarme qui est, en tant que personne responsable, pas regarder à court terme, on va pas faire faillite demain matin. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, pour les générations futures et pour les gens qui vont rentrer dans le marché de l'emploi, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous devons mettre en place cette diversification, utiliser tous nos atouts. Et la chute des hydrocarbures nous a indiqué, une fois de plus, que cette dépendance que nous avons de ce produit unique énergétique est une dépendance dangereuse pour notre économie. Donc, il va falloir diversifier. Ce n'est pas une réaction à quelque chose qui est irréparable. C'est une sonnette d'alarme, on voit, et pour la première fois, nous réagissons avant que ça arrive et non pas après que ça arrive. Donc la différence entre 1988 et aujourd'hui, c'est qu'en 1988, nous avons réagi après les faits et non pas avant. On aurait dû réagir en 1980. On aurait dû voir le film. Donc là, on a déjà vu le film se répète, nous sommes en amont, nous sommes bien préparés parce que nous n'avons pas d'endettement ni domestique ni extérieur. Nous avons donc cette capacité de financement exceptionnelle. Il va falloir utiliser
cette capacité d'endettement de la meilleure manière possible. Et je salue les efforts du gouvernement de déployer un nouveau modèle économique bien structuré et toutes les initiatives que j'ai mentionnées auparavant. Et je pense que nous sommes dans la bonne direction. Mais les banques devraient aussi accompagner par leur développement cette dynamique. Le retard pour certains tire l'économie vers le bas. Quel est votre commentaire sur cette question précisément? Donc, prenons par exemple le cas des banques. Si je prends les banques nationales algériennes, elles ont chacune un client captif ou quelques clients captifs qui sont des énormes sociétés nationales. Dans une structure de marché financier normale, les sociétés ou les grandes sociétés privées ou nationales se financeraient directement sur le marché de l'emprunt obligataire et les banques joueraient leur rôle de financement des petites et moyennes entreprises. Elles auraient des départements de crédit et elles déploieraient alors leurs fonds, leurs dépôts pour financer l'économie des PME, comme c'est le cas dans les pays européens ou dans le reste du monde. Tant que nous n'avons pas de marché obligataire, nous avons une structure exceptionnelle et unique au monde où nos banques financent les grands groupes directement par leur balance sheet. Ça, c'est quelque chose qui doit changer. Donc, automatiquement, je ne veux pas pointer du doigt les banques, je dis, l'émission obligataire permet de créer un marché obligataire qui va permettre à terme aux grandes entreprises algériennes de se financer directement sur un marché obligataire. Il faut avoir aussi une bourse dynamique. Il faut aussi une bourse dynamique. Donc, une fois de plus, pour distribuer des actions dans une population, par exemple, vous voulez mettre en bourse une grosse société, par exemple, nous n'avons pas de fonds de pension, nous n'avons pas d'investisseurs institutionnels, il n'y a pas d'activité de gestion d'assets en Algérie. Donc, il va falloir d'abord développer un marché de dette, donc la structure normale du développement des marchés, on commence un marché de dette. Ce marché de dette, si je prends le plus grand investisseur, prenons le cas de la France, qui est un pays que les auditeurs connaissent, si je prends le cas de la France, 1,5 trillion d'investissements français viennent des fonds de pension privés et publics et de la sécurité sociale. Le plus grand investisseur de France, c'est la sécurité sociale et ses divergences. En Algérie, nous n'avons pas encore de développement de fonds de pension, mais après, c'est une question d'œuf ou de poule. Pour avoir des fonds de pension, il faut des produits. Donc, il faut d'abord les produits pour avoir les fonds de pension. Mais est-ce qu'il faudrait aussi associer dans cette dynamique notre diaspora, c'est-à-dire nos Algériens nationaux résidant à l'étranger, capter leurs capitaux et également trouver des mécanismes? Parce que beaucoup, par exemple, la Tunisie est financée par ces immigrés. Oui, bien sûr. Donc, Tunisiens résidant à l'étranger. C'est le cas aussi des pays africains, la plupart des pays africains. Oui, donc on a une diaspora très large à l'étranger. Elle est financièrement déconnectée. D'accord? L'investissement algérien principal, on a un investissement énorme, mais vous l'oubliez, c'est l'immobilier. Vu qu'il n'y a pas d'hypothèque, on achète de l'immobilier en cash. Donc l'Algérie je vais utiliser un terme, est droguée d'immobilier, puisqu'il n'y a pas d'autres produits d'investissement. La première chose qu'on va acheter, c'est un terrain, un appartement, une maison, de l'immobilier. C'est une obsession nationale. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres produits alternatifs d'investissement pour combler le risque inflationniste sur son épargne et qu'il n'y a pas d'autres produits de rendement, il y a une tendance à acheter de l'immobilier, ça crée une inflation immobilière. Cette inflation immobilière restreint l'accès à la population de base à l'immobilier. Donc, l'emprunt obligataire, le développement des marchés financiers va, réduire l'inflation immobilière à long terme et va permettre aussi aux Algériens de l'étranger d'acheter des produits à rendement qui sont attractifs. Investir aussi dans d'autres créneaux qui sont à forte valeur ajoutée. L'agriculture aujourd'hui en Algérie. Prenons par exemple le tourisme, ils savent le faire. 5,75% pour un investisseur basé en Europe. C'est énorme puisque les taux d'intérêt sont à 0. Donc automatiquement, c'est un investissement très attractif. Il n'y a pas de produit à de tels rendements aujourd'hui sur le marché européen. C'est pour ça que je fais la différence entre 88 et aujourd'hui. Bien entendu, vous avez mentionné l'agriculture et tout le reste. Les opportunités sont très larges. Monsieur Yassine Bouhara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Les opportunités, l'agriculture, le tourisme, c'est l'avenir. C'est exact. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci Madame Lachmi.